extraordinaire. L'opportunité de voir mes étudiants en action. L'occasion pour rencontrer tous les gens que j'aime en foresterie. Le CEF, c'était vraiment exceptionnel. Notre deuxième conférencier aujourd'hui est Mathieu Bouchard, professeur à l'Université Laval et membre régulier du CEF. Mathieu n'a vraiment pas aimé ma question sur une réalisation personnelle. Il a cogité longtemps avant de me parler. Il me demandait, peux-tu reformuler, c'est quoi ta question précise? Je lui ai dit, c'est une réalisation personnelle ou une fierté personnelle. Et finalement, il m'a parlé qu'il détient un diplôme d'études collégiales, un DEC en littérature, donc un sujet de recherche, un sujet que vous pourrez aborder avec lui dans les corridors. Et Mathieu va nous présenter sa conférence « Prendre en compte l'effet des changements climatiques dans la planification forestière ». Donc, j'ai pas réussi à mettre mon casque, alors je vais présenter avec les micros, désolé. Donc, je vais présenter brièvement mon parcours un peu après mon DEC en lettres, puis parler très brièvement des projets de recherche, puis de l'enseignement aussi au premier cycle, donc, qui est un sujet qui m'occupe pas mal ces temps-ci. Donc, moi, j'ai un baccalauréat en foresterie à l'Université Laval, comme tout le monde qui a un baccalauréat en foresterie au Québec pour le moment. Une maîtrise en biodiversité des insectes. Donc, j'ai fait ça, moi, c'était vers 1998, quelque chose comme ça. Donc, c'est un peu à l'époque là, où les études sur la biodiversité commençaient à être vraiment à la mode. Puis, on commençait à regarder l'effet des pratiques forestières sur différentes communautés. Moi, dans mon cas, c'était les communautés d'insectes. Donc, j'étais allé explorer un peu ce sujet-là. Wow. Doctorat que j'ai fait, donc moi, je suis un pur produit du CEF. Hein. J'ai fait ma maîtrise à l'époque au CRBF à l'Université Laval. Doctorat, je suis venu à l'UQAM à Montréal avec Dan Nisha. Je ne sais pas si Dan était quelque part. Dan est là-bas. Donc, je pense que j'étais le premier étudiant au doctorat de Dan. Oui. Sur la dynamique forestière, suite à des épidémies de tordeuses et bourgeons de l'épinette, donc qui est un sujet sur lequel j'ai continué de travailler par la suite. Au moment où j'ai fait mon doc, il n'y avait pas d'épidémie en cours, mais il y en a une qui s'est déclenchée par la suite, donc j'ai retravaillé là-dessus par la suite. Vous avez l'insecte, évidemment, qui tue des arbres, crée de la mortalité. Puis moi, ce qui m'intéressait beaucoup dans le contexte du doctorat, c'était l'effet à long terme sur la composition forestière. Vous avez des peuplements qui reviennent plus en résineux, d'autres qui reviennent plus en feuillus. Historiquement, au Québec, moi, la formation que j'avais eue, c'était que suite aux épidémies de tordeuses qui affectent surtout des sapinières, ça revient en sapin. C'est une espèce de dynamique cyclique. Puis que j'observais dans mon doctorat, puis ce qui m'a surpris à un moment donné, puis c'est le principal résultat, à mon avis, c'est qu'il y avait énormément de changements de composition. Donc, moi, j'avais regardé l'effet de cette perturbation-là avec différentes techniques dendrochronologie, donc les centres de croissance des arbres, les anciennes photos aériennes qu'on va retrouver dans les archives, toutes les données de terrain qu'on pouvait trouver au Témiscamingue. Puis ça, c'est un exemple un peu de ce que ça peut donner sur des photos aériennes. Donc, vous voyez 1940. Celles-ci viennent de la Mauricie, donc où j'ai travaillé par la suite. Une autre photo qui a été prise en 1975. Donc, entre les deux photos, il y avait une première épidémie de tordeuse. Vous voyez qu'il y a une composition qui était plus résineuse, puis qui tout d'un coup est rendue plus mixte, okay? Un peu plus grisâtre. Puis quand on a regardé une autre photo, 1997, c'est des photos infrarouges, d'espèces de couleur rouge éclatante, là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de feuillus. Donc, il y a eu 2 épidémies de tordeuses qui se sont succédées à 30 ans d'intervalle, qui ont fini par tellement affecter le sapin puis tout ça, les conifères, que finalement, c'est rendu aujourd'hui des peuplements à peu près feuillus à 100%. Donc, c'est peut-être de comprendre un peu ces effets-là. Moi, j'ai quand même pas mal travaillé là-dessus. Durant mon doctorat, puis aussi les post-doctorats que j'ai fait par la suite là, à l'UQAM avec Christian, puis aussi à l'Université Laval par la suite, là. Donc, pendant mon postdoc à Laval, j'ai eu une opportunité intéressante. Moi, qui était de travailler au ministère, on était en 2008, de 2007-2008, là, c'était vraiment la mise en place de l'aménagement écosystémique au Québec.
J'avais eu un coup de téléphone là-dessus. T'es-tu intéressé à un contrat de 6 mois? Ah ouais, je trouvais ça super intéressant. C'était comme quelque chose de nouveau, puis qu'il y avait une fenêtre au ministère à ce moment-là pour essayer d'apporter des changements. Donc, c'était de prendre l'approche de filtre brut, que j'espère que tout le monde a vu ça dans ses cours, qui est un peu une des bases là, de la conservation de la biologie. Puis de prendre ce concept-là, qui est quand même un peu théorique, là, puis de l'appliquer concrètement, particulièrement au niveau de la proportion de forêts mûres et vieilles à conserver dans les unités d'aménagement. Ça nous oblige à faire un paquet de compromis, OK, parce que c'est pas évident là, de trouver exactement le type de forêt qu'on recherche sur le terrain. Il y a des outils, des cartes qui sont limitées. Mais c'était de trouver une façon de le faire, d'intégrer cet élément-là dans le calcul de possibilités forestières, puis donc de l'utiliser par la suite pour développer des planifications forestières, des taux de récolte, tout ça, puis qui tiennent compte de nos objectifs à long terme en termes de conservation d'une certaine proportion de vieilles forêts dans un paysage. Donc, là, j'avais quitté la recherche, j'étais rendu au ministère, travaillé là-dessus au sein d'une équipe. Je n'étais pas seul, évidemment. Travaillé là-dessus une couple d'années sur ce sujet-là, puis c'est encore plus ou moins l'approche qui est utilisée aujourd'hui. C'est pas parfait, il y a des choses qui seraient vraiment, j'améliorerais personnellement là-dedans, mais ça a quand même tenu la route. Là, 15 ans plus tard, moi j'en parle encore dans mes cours un peu, là, c'est encore présent. Donc, suite à cet épisode-là au ministère en planification ou en aménagement forestier, là, j'ai eu un poste à la direction de la recherche forestière à Québec. Donc, toujours les mêmes sujets qui m'ont préoccupé auparavant, épidémie de tordeuses, j'avais travaillé sur les feux, continué de travailler là-dessus au ministère à la direction de la recherche forestière. Aménagement écosystémique, biodiversité aussi, j'en parle pas, j'ai continué d'avoir des projets là-dessus. Puis certains sujets qui se sont rajoutés, donc comme un peu tous les chercheurs durant ces années-là, ou même avant, là, ceux qui avaient un petit peu plus qui ont vu venir un peu les choses un peu plus d'avance, là, la question des changements climatiques, évidemment, qui est rendue incontournable. Puis la modélisation forestière, donc qui est un sujet sur lequel je n'avais pas beaucoup travaillé jusque-là, mais à un moment donné, quand on travaille sur des grandes échelles spatiales, temporelles, puis qu'on essaie de regarder les interactions, les perturbations naturelles, la dynamique, la récolte, tous ces éléments-là, on n'a pas trop le choix à un moment donné de faire de la simulation puis de la modélisation. Donc, je me suis mis là-dedans à partir de ce moment-là pour faire ça ressemble un peu à des jeux vidéo des fois. Il y a un petit côté comme un trip un peu qui ressemble à ça, là, mais c'est très utile pour réfléchir surtout à ce qui peut se produire sur des grandes échelles spatiales et temporelles. Changement de poste, encore une fois, en 2021, c'est là que j'ai eu le poste que j'occupe présentement, prof en aménagement forestier à l'Université Laval. Ici, ce que je montre sur la carte, simplement, c'est un changement important au niveau de la carrière, évidemment, là, mais au niveau géographique, pour ceux qui ne connaissent pas Québec, c'est juste à côté, tout ça, là. Vous avez la direction de la recherche forestière qui est à 2,5 km de l'Université Laval, donc le déplacement géographique n'était pas très long, puis en fait, je me suis rapproché de ma maison. Donc, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent en foresterie, là, évidemment, à Québec, pour ceux qui sont dans le milieu le savent. À peu près la moitié des ingénieurs forestiers sont à peu près en dedans d'un rayon de 5 km de ça. Puis là, j'ai une équipe, OK, c'est très différent du ministère où on a beaucoup des chercheurs avec des techniciens. Souvent, c'est un peu ça, les équipes sont constituées comme ça. Là, à l'université, c'est différent. Là, il y a des étudiants maintenant qui font le travail à notre place, plus ou moins. Donc là, j'ai quand même déjà une bonne équipe. Je ne détaillerai pas les projets de chacun d'entre eux. Là, travaillent encore sur les mêmes sujets sur lesquels je travaillais. Là, je les ai rangés à peu près dans les sujets qui sont dominants dans le contexte de leurs projets respectifs, donc biodiversité, les épidémies de tordeuses, les feux, la dynamique forestière, aménagement forestier aussi. Quelques sujets qui se rajoutent, donc je vais revenir un peu là-dessus. Le carbone forestier, c'est un nouvel élément que j'ai rajouté à mon portefeuille de projets. Puis parmi ceux-là, là, il y en a plusieurs qui sont ici. Ceux qui vont présenter, je refais un peu de pub, Pierre-Nicolas va présenter tantôt, je pense, bientôt. Vous avez aussi Frédéric Brunet qui va parler des feux, puis Rinch qui va parler de la tordeuse également. Donc, si vous voulez voir un peu les projets des étudiants. Nouvel objet de recherche pour moi. Puis ça, c'est un peu une réalité. Quand on arrive comme nouveau chercheur universitaire, tout de suite, on vous dit, là, il faut que tu trouves de l'argent, il faut que tu trouves des projets de recherche. Donc, il y avait des demandes, des appels, des propositions de recherche qui sortaient, il fallait appliquer. Il y en avait un sur le carbone forestier.
J'avais plus ou moins cet élément-là dans mon parcours, mais je me suis quand même essayé avec une équipe. Je n'étais pas seul, mais comme chercheur principal. Puis je l'ai eu. Donc, c'est quand même un financement assez important. Donc, c'est un sujet qui ne m'intéressait pas tant que ça au départ, très honnêtement. Donc, je peux le dire rétrospectivement, là, maintenant que j'ai eu la subvention. Mais graduellement, on se met là-dedans, on commence à étudier tout ça, puis c'est quand même très intéressant. On a des résultats aussi, c'est un peu l'intérêt aussi des fois, je dis ça un peu en blague, mais d'avoir des gens qui viennent d'autres domaines, des fois, ça peut être une bonne chose pour le domaine en lui-même. Ça amène des idées différentes, c'est comme ça que je vois ça. Là. Donc, ça vaut toujours la peine d'essayer d'appliquer sur des programmes de subvention, même si ça ne s'applique pas directement à ce qu'on fait éventuellement. Donc là, c'est beaucoup de regarder... Pardon. Il y a comme un bouton aussi sur lequel il ne faut pas peser. C'est vraiment de regarder les interactions entre les différents types de perturbations, toujours à l'échelle de la province, donc du territoire de forêt publique qu'on a au Québec, les unités d'aménagement, puis l'effet des feux, l'effet des coupes, l'effet des changements climatiques, les interactions de tout ça, puis le budget de carbone à l'échelle des unités d'aménagement forestier. Donc, on est en train aussi de développer des outils plus, tu sais, comme un Shiny, là, donc c'est ça, c'est un site web qui est un endroit où on résume les résultats un peu de toutes les simulations qu'on a effectuées. C'est des affaires que je découvre présentement qui sont très intéressantes, qu'on devrait publier là-dessus là, d'ici 1 an ou 2. Là, les résultats de ces études-là qui sont un peu un spin-off là, des exercices de modélisation que j'avais commencé à effectuer un peu sur le coin d'une table quand j'étais au ministère. Là, ça a éventuellement abouti sur des outils qui sont intéressants à mon avis. Enseignement au premier cycle. Donc ça, c'est une portion très importante de ce que je fais comme prof maintenant puis que je ne connaissais pas vraiment. Okay. Moi, j'avais quitté les bancs de l'école depuis à peu près 20-25 ans. Là. La réalité a changé, évidemment. Moi, j'ai 2 cours dont je suis responsable. Ils sont un petit peu la base en termes de planification forestière puis d'aménagement forestier pour les étudiants au bac en foresterie. Un premier cours qui porte plus sur le niveau de planification qu'on appelle stratégique, planification à long terme. Donc, on prend tous les grands enjeux sur un territoire. Puis on intègre ça brièvement, là, en un mot, dans un calcul de possibilités forestières pour obtenir un niveau de récolte optimal pour un territoire. Puis le deuxième cours dont j'ai la charge, qui est encore un cours de bac, lui, porte plus sur la planification qu'on appelle tactique. Donc, c'est qu'on prend notre volume, on s'inspire des volumes qu'on a obtenus dans le contexte du calcul de possibilités, puis là, il faut les répartir spatialement sur le territoire en tenant compte, encore une fois, de plusieurs enjeux, acceptabilité sociale au niveau de l'approvisionnement des usines, etc., etc. Pourquoi c'est important de connaître puis d'essayer de respecter le processus de planification forestière? Bien, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent en foresterie, c'est cette espèce de tendance qu'on a à repousser les problèmes. Okay? On arrive à un endroit, il y a un monsieur ou une communauté autochtone qui ne veut pas de récolte, bien, OK, on n'y va pas, on va récolter ailleurs. On a certains problèmes des fois aussi, on ne sait pas trop, ou on a comme une insécurité par rapport au futur, plutôt que de se garder une marge de manœuvre, bien, on va récolter beaucoup à court terme, puis se laisser moins de marge de manœuvre pour le futur. Donc, repousser les problèmes ailleurs sur le territoire ou aux générations futures, c'est quelque chose qu'inconsciemment, on a souvent tendance à faire, puis le fait d'être capable d'intégrer un enjeu au niveau de planification stratégique dans le calcul, puis après ça, que ça déboule jusqu'au processus jusqu'à la planification opérationnelle, bien, c'est la manière de s'assurer qu'on ne se crée pas des problèmes comme ça. L'autre élément qui est important, c'est qu'on a toujours plusieurs enjeux sur un territoire, puis la façon d'établir des compromis entre ces enjeux-là, bien, c'est à ça que ça sert aussi, ce processus-là. Pas d'arriver avec un nouvel enjeu, il y a les changements climatiques, on propose telle mesure, on enlève tout le reste, puis on applique notre nouvelle mesure, bien, encore une fois, on repousse des problèmes, ces enjeux-là ou ces éléments-là qui étaient dans notre planification forestière n'étaient pas là pour rien. Donc, il faut comme en tenir compte et établir des compromis là-dedans. C'est à ça que ça sert. Un exemple, je vais passer rapidement, là, je vois que le temps file. Vous avez entendu parler sans aucun doute des feux de 2023 de l'été passé, là, à moins que vous étiez dans une grotte là, pendant 1 an. Là. C'est un élément qui est comme important, qui est revenu dans l'actualité. Il y a certains endroits où les risques sont très importants, notamment sur la sécurité des communautés. C'est un risque qui devrait augmenter dans le futur en fonction des changements climatiques. Comment on peut intégrer ça dans une planification forestière? On a des éléments déjà qu'on connaît. On sait, par exemple, que les feuillus
peuplements feuillus en forêt boréale sont de moins bons combustibles. Donc, en augmentant la proportion de feuillus dans les unités d'aménagement, normalement, on devrait réduire le risque. Par contre, il y a d'autres enjeux sur le territoire. On a des enjeux de conservation de biodiversité. Xavier en a bien parlé juste avant moi. Approvisionnement des usines. Puis ça, actuellement, en forêt boréale, on repose beaucoup sur la composante résineuse. Notamment pour l'approvisionnement, c'est le résineux qui a beaucoup de valeur présentement. Ce n'est pas quelque chose qui va diminuer. On a une crise du logement, il va y avoir encore de la construction qui va se faire. La biodiversité, bien, on a beaucoup d'espèces qui sont associées spécifiquement au peuplement résineux. On ne peut pas juste les éliminer comme ça. C'est des enjeux qu'il faut intégrer. Les coûts pourraient s'avérer très importants, surtout si on veut augmenter rapidement la quantité de feuillus puis qu'on doit planter. Bien là, il faut construire une chaîne de production de plants qui n'existe pas présentement. C'est des dizaines de millions potentiellement. Puis, ça va prendre du temps. On travaille sur tout le territoire. On récolte peut-être 1% par année, au maximum, le territoire en forêt boréale. On plante ça en feuillus, bien, tu sais, ça va nous prendre plusieurs décennies avant qu'on ait un effet qui soit notable sur le territoire. La solution, vous me voyez venir, bien, c'est de se concentrer à certains endroits sur le territoire où on accepte peut-être d'augmenter la proportion de feuillus, puis d'autres endroits où on va plutôt viser à conserver le résineux. On sait que le changement climatique va avoir un effet. Ça va être plus difficile de conserver les résineux, mais on a quand même des enjeux en termes de conservation de biodiversité, puis en termes d'approvisionnement des usines qui vont nous inciter à la conserver autant qu'on peut quand même. On intègre ça dans un calcul de possibilités forestières, puis par la suite, on obtient des niveaux de récolte optimaux, donc c'est-à-dire un niveau de récolte maximal à ne pas dépasser, aussi des niveaux de traitement, donc combien on devrait planter pour être capable d'atteindre nos objectifs en feuillus, en résineux, quel type de traitement sylvicole on devrait employer, des coupes partielles, coupes totales, etc. Puis, on intègre ça éventuellement dans une planification tactique, donc sur une dizaine d'années, qui est spatialisée. Donc là, vous voyez, on avait nos communautés. Là, c'est un territoire qui me sert d'exemple en Haute-Mauricie. Là, vous avez Clova, qui a failli passer au feu d'ailleurs l'été passé, puis Lebel, pas Lebel, Parent, ouais, c'est ça, excusez-moi. Puis là, vous avez des chantiers de récolte, évidemment, qui sont concentrés autour de ces communautés-là, là. Donc là, quand on arrive en consultation publique avec ça, bien là, oui, les gens sont d'accord pour augmenter le feuillu, mais quand ils vont voir toutes les coupes qui ont lieu près de chez eux, peut-être qu'ils ne seront pas d'accord. Donc, l'élément de consultation est important. Ça se peut qu'on doive retourner faire une planification stratégique, puis tout ça. Donc, c'est à ça aussi que ça sert, un processus de planification forestière. S'assurer de capter les enjeux avant d'arriver sur le terrain, de faire de la récolte, puis d'avoir des problèmes. Donc, en somme, pour répondre aux nouveaux enjeux qui se posent dans un contexte de changement climatique, il y en a plusieurs, j'ai donné juste un exemple là, ici qui est assez précis. On a deux choix, nous, là. C'est comme chercheurs peut-être un peu plus, là. Soit s'adapter au processus qui est en place, ou encore y aller beaucoup plus large, puis proposer de tout changer parce qu'il n'y a rien qui est correct, puis il faut complètement changer le processus de planification forestière. Personnellement, vous l'avez vu un peu avec ma présentation, je pense qu'il y a quand même un bon bout à faire d'adapter le processus qui est actuellement en place, notamment le calcul de possibilités forestières, qui est le sujet qui m'intéresse un peu plus. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on est capable d'intégrer là-dedans si on fait moindrement preuve d'imagination au niveau des changements climatiques, migration, cité, etc. Là. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. L'avantage d'utiliser les outils en place, c'est que quand arrive le temps de mettre en œuvre, bien, ça va être beaucoup plus rapide que si on veut tout refaire la mécanique au complet, où on peut en avoir pour des décennies. L'autre défi, c'est souvent de clarifier les enjeux auxquels on cherche à répondre. C'est un peu l'exemple que j'ai donné aussi, où on a, OK, c'est la sécurité des communautés qui est importante, c'est ça l'enjeu, c'est ça le problème, mais à partir de là, c'est beaucoup plus facile de trouver une solution qui est vraiment bien adapté avec des cibles quantitatives qu'on est capable d'intégrer dans un calcul de possibilités forestières. Là où c'est plus compliqué, c'est quand on arrive avec des choses un petit peu plus vagues, comme augmenter la résilience des forêts, des choses comme ça, où là, souvent, le problème auquel on cherche à répondre est beaucoup moins clair. Okay? Donc, d'essayer d'arriver avec des enjeux très précis, puis c'est ce qui va beaucoup nous aider à intégrer ça aussi au niveau de la planification forestière. Voilà, merci beaucoup.
On aurait le temps pour une question avant de prendre une petite pause. Je pensais que tu t'en venais poser une question. Allô Mathieu, Osvaldo Valeria, professeur L4. Moi, une question qui m'intéresse beaucoup dans ce que tu fais, c'est l'effet que tu dis qu'il y a toujours un lien entre le stratégique et l'opérationnel. Mais on a fait des recherches il y a 5-10 ans, puis on a comparé la planification sur papier et la réalisation, puis on se rend compte que malgré qu'on a planifié avec un outil qui fait l'optimisation, la réalisation ne suit pas ce qui était planifié. Donc, il y a toujours un écart qui s'installe suite soit au manque d'infos, soit parce que les priorités changent, soit parce qu'on connaît mal le territoire, soit parce que l'entrepreneur ne veut pas faire la job. Il fait en sorte que ces façons de faire s'est installé dans la planification, puis on les voit dans les PAFIO, où systématiquement les compagnies en prennent sur 3 ans, ils en prennent juste peut-être les 2 premières années, puis ils recommencent. Puis dans les cas des forêts mixtes, des fois c'est 1 année sur 3 qu'ils prennent pour refaire un autre PAFIO. Qu'est-ce que tu en penses de ça, c'est-à-dire ces liens-là de... Oui, ben tu sais, c'était un peu une fausse dichotomie que j'établissais, dire soit qu'on prend le processus actuel puis qu'on fonctionne avec ou on refait tout, là. Il y a probablement un entre-deux. Notre processus de planification forestière au Québec est loin d'être parfait, là. C'est des genres d'exemples que tu mentionnes, là. Donc, il y aurait quand même des choses à améliorer. Les niveaux de planification que je présente aussi, dans la planification réelle qu'on fait au Québec, ça ne se présente pas nécessairement comme ça. C'est beaucoup plus confus. Donc, moi, je pense que on devrait revenir un petit peu à un processus de planification forestière qui, sans nécessairement tout réinventer, là, mais qui ressemble beaucoup plus à ce qui se fait à l'extérieur de la province. Okay? On a un cas particulier au Québec où c'est vraiment flou, là. Donc, il y a surtout cet élément-là. Après ça, c'est sûr aussi que quand on essaie un élément dont je n'ai pas parlé, tu y référais un petit peu, on a un calcul de possibilités forestières, donc on a un volume. Puis il y a toujours une tentation, on a notre volume, maintenant on va le récolter. Puis là, on ne s'occupe plus vraiment de ce qu'on avait intégré dans la modélisation au niveau plus stratégique, des contraintes, des enjeux, puis tout ça. On va juste le récolter. Le chemin est rendu là, le bois est là, on récolte. Tu sais. Donc, un meilleur suivi dans les objectifs dans les différents niveaux de planification. C'est certain que si on dit qu'on va faire quelque chose au niveau des consultations publiques, au niveau stratégique, bien, tu sais, il faut s'assurer que ça se rende jusqu'aux industriels qui font la récolte sur le terrain là, pour qu'ils en tiennent compte. Là. Merci. C'est bon? Merci Mathieu. Donc, on a une pause à l'horaire et on va reprendre à 10h40 pour la présentation de Fabio Gennarati.